puisque dans tous les propos que vous tenez, il est bien évident qu'un certain nombre résonnent par rapport à des réflexions, mais aussi des volontés fortes des régions d'affirmer les responsabilités qu'elles ont prises et les actions qu'elles ont mises en œuvre sur au moins un certain nombre des points qui ont été évoqués par le rapport de Pierre Ferracci. Non pas pour prétendre que tout est fait ou a été fait par les régions, je pense que ce serait à la fois prétentieux et pas raisonnable, mais pour montrer malgré tout que les régions se sont investies très largement et n'ont pas fait, entre guillemets, que gérer les compétences qui leur avaient été confiées. Elles se sont véritablement emparées et elles les ont développées autant que faire se peut, ou en tout cas elles ont identifié des pistes d'aménagement, d'amélioration, même si elles ne sont pas toutes encore conclues. Quelques réflexions, mais je pense qu'on en rediscutera un petit peu plus tard. La nécessité, en tout cas la participation ou l'affirmation du niveau régional comme étant le niveau pertinent, et il est clair que ce n'est pas représentant d'une région qui va dire le contraire, et je pense que l'ARF, l'Association des régions de France, est tout à fait en situation de le faire, et notamment un tout petit rappel, mais qui, à mon avis, montre bien que la question est dans l'air du temps, c'est l'organisation la semaine prochaine du Congrès national de l'ARF à Caen, qui va précisément, ou en tout cas le thème essentiel, va consister à débattre de l'ensemble de ces questions et de la formation professionnelle en général. Ce qui montre bien que le sujet est au cœur à la fois des préoccupations et de l'actualité. Le PRDF, support central de l'organisation et des réflexions autour de la question, j'y suis déjà venu, et je ne pense pas que ce soit très nécessaire d'aller au-delà. Un point peut-être sur l'articulation entre le besoin économique et l'adéquation de la formation aux besoins économiques. Moi, je crois quand même nécessaire de rappeler un point qui est à la fois dans le PRDF de la Bourgogne, mais qui est régulièrement affirmé par les régions, c'est que certes, la formation doit répondre aux besoins économiques, il ne s'agit pas de nier ça, ce serait suicidaire et complètement décalé, mais il y a également le souhait de concilier dans l'ensemble de ces problématiques les besoins économiques, mais également la formation comme étant un vecteur d'épanouissement des personnes. Il ne s'agit pas de revenir à des éléments qui, j'ose pas dire de philosophie, mais presque, malgré tout, qui a été rappelé par M. Gutt, mais le PRDF de la Bourgogne le rappelle bien, et d'autre part, plusieurs régions, pour ne pas dire toutes les régions, affirment assez régulièrement le souhait de ne pas voir dans la formation qu'un moyen d'adéquation immédiat entre les personnes et l'économie. Certes, encore une fois, ce serait suicidaire de ne pas prendre en considération ce besoin et cette nécessité, mais ce serait, je crois, tout aussi suicidaire que de ne voir la formation que comme un vecteur d'adéquation et d'adéquation, je dirais, immédiate entre la personne et le besoin d'économie. Et là, je ferai un tout petit aparté sur un point qu'on n'a pas vraiment abordé, mais qui me semble aussi à intégrer dans le paysage, c'est la création de pôles emploi, qui, comme vous le savez, est les résultats de la fusion entre les ACDIC et de la NPE, et puis d'une certaine inquiétude avec lesquelles on commence à voir pointer des idées, je dirais, de mise ou de remise au travail rapide des personnes. Ça renvoie au contrôle des demandeurs d'emploi, ça renvoie aux fameuses offres raisonnables d'emploi, etc., etc. Il y a quand même un certain nombre de problématiques aussi qui tournent autour de cette question qui interpelle les régions. Un point qui a été évoqué et qu'on retrouve aussi dans les axes du rapport Ferracci, et c'est en lien avec ce qui précède, c'est la nécessité d'organiser ou de mieux organiser l'information et l'orientation des personnes. Et à travers cela, et au-delà de ça, la notion de la prescription qui nous semble extrêmement important.
dans la mesure où, certes, il faut qu'il y ait des formations qui répondent aux besoins économiques, mais encore faut-il qu'on ait des personnes qui aillent sur ces formations. Hein, et on ne peut pas les envoyer sur ces formations contraintes et forcées et uniquement sous la menace de la fermeture du robinet des allocations chômage. Donc il y a tout un travail extrêmement important à réaliser pour faire en sorte que l'ensemble et la diversité, pour ne pas dire la grande diversité des prescripteurs ou des informateurs, orienteurs des personnes se mettent sur un terrain à peu près partagé pour que, je dirais les choses un petit peu rapidement et brutalement, pour que chacun n'ait pas pour souci important, pour ne pas dire majeur, de prescrire les formations des acteurs avec lesquels il fonctionne le plus couramment. Hein, il a été, il n'y a pas très longtemps, je crois que vous l'avez évoqué, M. Gutt, il a été rendu en juillet ou fin juin un rapport du Conseil de la concurrence, interrogé sur la place de l'AFPA dans le paysage de la formation professionnelle, et il a été reproché, notamment au centre psycho des AFPA, d'orienter de manière privilégiée les demandeurs d'emploi et les stagiaires vers les actions de l'AFPA. Je crois qu'on pourrait, il ne s'agit pas de faire un procès spécifique à l'AFPA, mais on pourrait craindre qu'un certain nombre d'autres organismes d'orientation et d'information aient la même tendance, j'allais dire le même défaut. Je ne pense pas que ce soit vraiment un défaut, parce que je pense qu'il y a des logiques institutionnelles, il y a des logiques qui font que plusieurs acteurs sur ce champ ont probablement la même tendance. Mais l'AIO, comme on dit, effectivement, on aime bien les sigles, tout le volet accompagnement, information, orientation, est certainement un des volets qui constitue un point de réflexion et sur lequel les régions, en tout cas la Bourgogne, se sont penchées, puisque depuis quelques mois, il y a un travail qui est destiné à regrouper les initiatives des différents acteurs pour mettre, alors là aussi c'est un peu de tarte à la crème, mais je crois que c'est vrai, c'est porteur de sens, pour vraiment mettre les personnes au cœur, au centre des démarches de l'orientation et de la formation. Répondre aux besoins économiques et passer d'une logique de l'offre et de la demande, là aussi, je dirais que c'est dans les tiroirs, et plus que dans les tiroirs depuis un certain temps, notamment à travers les contrats d'objectifs territoriaux qui sont négociés et qui sont discutés entre les régions et les partenaires sociaux et les représentants des entreprises, pour parler très globalement, et qui ont précisément pour but d'identifier les besoins d'une profession ou d'un certain nombre d'entreprises ou un certain nombre d'acteurs économiques, de façon à orienter les grandes décisions, je le disais tout à l'heure, d'ouverture ou de fermeture de sessions de formation, que ce soit dans les CFA ou que ce soit dans d'autres structures, et également d'orienter très concrètement l'achat de la formation qui passe, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, de plus en plus par le Code des marchés publics, pour employer un rapide raccourci, et qui doit prendre nécessairement en considération les besoins des entreprises et du monde économique. Même si ça peut sembler un peu contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure, il s'agit certes de mettre la personne au centre du processus, mais il s'agit bien évidemment, et encore, de répondre aux besoins des entreprises et du monde économique. J'en arrête là pour l'instant. Un petit volet, excusez-moi, on a parlé du volet évaluation nécessaire. Je voudrais simplement rappeler une initiative, moi, qui me semble extrêmement intéressante, et je le dis d'autant plus facilement que elle ne me concerne pas directement, à titre individuel en tout cas, c'est la mise en place en Bourgogne, avec le centre de ressources régionales, d'un observatoire des trajectoires qui est destiné à sortir des évaluations un petit peu traditionnelles à 3 mois ou 6 mois à la fin des sorties, à la sortie des stages, pour savoir ce que sont devenues les personnes, si elles ont une sortie positive. Je vous passe les détails, mais je pense que vous les connaissez. Le but étant de travailler sur un plus long terme avec des groupes de personnes qui sont passées par des actions de formation à un moment de leur vie, pour définir, au moins sur 3 années,
ce qu'elles sont devenues et en quoi les actions de formation auxquelles elles ont participé a contribué à orienter ou à définir des choix ou des ouvertures ou des opportunités dans leur vie professionnelle. Je pense qu'on est sur de la vraie évaluation, enfin ce que moi j'ai tendance à estimer comme étant de la vraie évaluation, qui est effectivement pas une évaluation au sens où on sera capable de dire combien on a fait d'heures de formation, combien de stagiaires, etc., ont participé à des actions de formation, mais en quoi et ce que les actions de formation ont permis de réaliser concrètement dans la vie des individus. Voilà, c'était un point qui me semblait utile de mentionner.